Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce dernier cours. Cette semaine, vendredi, on fait soutien à 14 h. On va faire l'examen de l'an dernier. Essayer de faire participer dans l'ordre du plus faible au plus fort. Je remanie un peu le cours. Je compte pas le TP. Je décide de pas faire le TP. En distanciel, c'est un peu trop galère. Ça me semble un peu trop loin. De toute façon, c'est des trucs qu'on est censé faire plutôt en pile. Là. Excusez-moi, monsieur. Oui. On vous entend 2 fois. Vous êtes en écho. Ah. Merci. Merci. Là, ça va mieux? Non, en fait, vous êtes avec vos 2 comptes. Vous avez le micro ouvert. Oui, ça... Faut que j'enlève celui-là, je suis con. Voilà, c'est bon. J'ai changé mon son. Avant, mon son partait du téléphone, maintenant il sort de l'ordi. Ça marche mieux pour l'enregistrement. Donc on a déjà bien débroussaillé le truc. Hein. Donc c'est un cours sur la décidabilité. C'est difficile. Alors, certains d'entre vous ont déjà suivi le cours de Rosas, donc pour eux ça va être facile. Voir, c'est presque une étude d'avenir. Hein. Alors, bon, je vais mettre des Souza, Corot. Ouais, des Souza, mec Corot. Vous faites rentrer les gens, s'il vous plaît. Donc, décidabilité, c'est logique de le faire avec vous parce que on explore ce qu'on peut faire avec les machines de Turing. Complètement connecté. On a exploré
les langages rationnels, l'expression rationnelle, les langages algébriques. Alors maintenant, on explore les langages décidables, qui sont ceux qu'on peut reconnaître. Donc, qu'est-ce que ça veut dire reconnaître? Donc, ça, je prends. M est une machine de Turing. Machine de Turing, j'écris ça MT, machine de Turing. Et ben, le langage reconnu par M, c'est l'ensemble des mots tels que si M démarre avec U, elle bloque, elle termine, elle bloque. On va dire bloc et terminé sur un état final. Voilà. Voilà. Alors, c'est une définition. En fait, il suffit que, pour le cas non déterministe, d'accord, il suffit qu'il existe il suffit qu'il existe une exécution qui bloque. Une exécution, c'est comme d'habitude, hein, qui réussisse. Donc, cette notion de blocage qui est un peu, que vous avez un peu de difficulté à imprimer. On arrive dans un état, depuis un autre état, en faisant des trucs, tout ça, et puis on ne peut pas repartir. Il n'y a pas de flèche. Donc on bloque. Alors, on regarde si c'est finale ou pas. Si c'est reconnu, c'est partenaire. Okay. Donc, le 1.2, enfin le nom, je crois que c'est le 14.2, 15.2, je ne sais pas exactement. C'est, on va explorer le langage décidable. Donc, définition 4. Un langage est dit semi-décidable. Si il existe une MT, M, qui le reconnaît. Ah, on ne dit pas décidable, on dit semi-décidable. Ah bon? Quoi? Il y a donc un truc plus fort. Oui, un truc plus fort. Bah, c'est décidable tout court. Je peux tout expliquer. Quelqu'un qui parle. J'entends rien, c'est normal. Il y a du son. Oui, monsieur Hamza, il y a du son. Ouais. Donc, un langage est dit maintenant décidable tout court. Fully décidable. Si
il existe une appli qui la connaît, et de plus, elle s'arrête. Ben, elle bloque tout le temps. Je préfère dire qu'elle bloque, qu'elle s'arrête, parce que si on dit qu'elle s'arrête, on a l'impression qu'il n'y a plus d'essence. Elle s'arrête parce qu'il n'y a plus d'essence. Toujours. Elle est toujours sur un état où elle ne peut pas partir. Hmm. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si la machine bloque? Eh bien, on regarde si l'état il est final ou pas. D'accord. L'état est-il final? Oui, le mot dans le langage. Non, il est pas final. Le mot n'est pas de langage. Donc, semi-décidable. On saura si un mot donné appartient au langage. Décidable, on saura aussi si un mot donné n'appartient pas. Ouais. Est-ce que c'est décidable? Peut-être qu'on ne le saura pas. Parce que quand la machine peut ne pas s'arrêter, mais si elle ne s'arrête pas, on va attendre, 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 attendre. Il ne va rien se passer. On va attendre indéfiniment. On ne saura jamais que le mot n'est pas dans le langage. Parce que ça ne va jamais répondre. C'est horrible. Donc ça, c'est semi-décidable. Donc c'est une notion difficile à intégrer. Monsieur, on verra des exemples en TD de semi-décidable. Alors, j'ai introduit des nouveaux exercices de TD pour justement que ce soit plus clair. Ce que je me suis dit cette année, c'est OK, on ne fait pas le TP, mais au moins on fait la décidabilité un peu mieux que d'habitude. Comme ça, je peux poser des exos en examen. Enfin, j'en pose toujours, mais des petits. Enfin, ça sera petit toujours. Hein. Mais bon, que vous sentiez mieux ce que ça veut dire, quand même. Ça reste pas juste de la philosophie. Alors, contrairement aux mataphiles, en Turing, du point de vue de la décidabilité, de la décidabilité, eh ben, déterministe est équivalent à non-déterministe. Donc, ben, on s'en fout du non-déterminisme. D'accord, pour ce qui est de, mais on préfère considérer juste le cas déterministe. Ça, c'est, le non-déterministe avec Turing, il rentre en scène lorsqu'on voit la complexité. Utile pour la complexité. C'est-à-dire, lorsqu'on ne se contente pas de regarder si on peut ou pas décider, mais également en combien de temps on va décider. D'accord, c'est la complexité. D'habitude, je fais du cours là-dessus, mais j'ai changé parce que j'arrive pas à le traiter en TD, donc c'est pas la peine de faire du cours qui n'est pas digéré en TD. Donc, comme c'est équivalent, on considère que le cas déterministe quand on fait la décidabilité. D'accord.
Alors, pourquoi c'est équivalent? Rapidement comme ça, on peut simuler une machine non déterministe avec une machine déterministe. Ce qui n'était pas le cas avec les automates à piles. C'était le cas avec les automates d'état fini, ce n'était pas le cas avec les automates à piles, mais c'est à nouveau le cas avec les machines. On peut se simuler. Par une MT déterministe. Pourquoi? À chaque fois qu'il y a un choix, on va explorer toutes les régions. Ça va faire une arborescence. D'accord. Choix 1, on démarre, après il y a un choix, pof. Et ben, on explore toute l'arborescence du choix. Choix 2, etc. Donc, à ce niveau-là, par exemple, on n'aura pas une machine, mais 3 machines à simuler. Ben, c'est faisable, c'est faisable. Sur notre ruban de Turing, on va dans un endroit simuler la machine 1, après dans un endroit simuler la machine 2, etc. La machine 3. Il faudra les bouger au fur et à mesure qu'elles ont besoin de place, d'accord. C'est hyper compliqué, mais on y arrive. Alors, quelle gueule a un langage non oxydable? Une gueule très particulière. Quelle gueule ils ont, ce langage? Excusez-moi, c'est un peu familier. Alors, les langages qui n'étaient pas les expressions rationnelles, d'accord, c'était ANBN. Les langages qui n'étaient pas algébriques, c'était AN, BN, CN. Le langage de la star des langages pas algébriques. Eh bien, quelle est la star des langages non décisionnels? Des langages que on ne peut pas reconnaître avec une MT. On va la voir, la star. Mais avant d'introduire cette star, il faut que vous compreniez que ça va pas être juste, c'est pas juste des A et des B. C'est pas juste un truc avec des A et des B. Avec des A et des B. Pourquoi? Parce que si on ne peut pas le reconnaître, ça veut dire qu'on ne peut pas le calculer. D'accord? Quelque part. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire non décidable. Non décidable, ça veut dire qu'il n'existe pas. Il n'existe pas d'algo pour calculer. On ne peut pas calculer sur un ordi. C'est difficile. D'accord, ça. Parce que les MT, ça, la raison, c'est que le MT, c'est aussi puissant que les ordi, d'accord? On va essayer de montrer ça dans le cours. Que les ordi. D'accord? Donc, pas reconnaissable ça par une MT, pas calculable par un ordi. C'est pareil. Donc, cela étant dit, le star,
la star des langages non décidables, c'est le problème, ce qu'on appelle le problème de l'arrêt. Problème de l'arrêt. C'est l'équivalent, c'est la star. Alors, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Là, je parle de langage. Là, je parle de langage. Mais là, je parle plus de langage. Je parle de problème. Mais il y a un langage quand même derrière, mais il n'est pas évident à voir. Le problème de l'arrêt, c'est peut-on prédire si une machine de Turing s'arrête ou pas sur une entrée donnée. Et il est où le langage? Ben, le langage, c'est des codes de machine de Turing. Parce qu'une machine de Turing, ça peut se représenter par un mot, par un code, par une suite de symboles. Non, ce n'est pas juste ANBN. D'accord? Parce qu'une machine de Turing, c'est compliqué. D'accord? Il y a un automate de transition. D'accord? Sur chaque arrête, il y a, on lit un truc, on se déplace, on pose un truc. D'accord? On peut boucler tout ça. Tout ce machin, il va falloir le coder. Vous avez l'habitude de programmer. Vous pouvez représenter des arbres avec des parenthèses, par exemple. Bon, on peut représenter aussi des graphes, d'accord. En L3, ça n'a pas peur. En L2, en Java, on a bossé avec des graphes. Donc, notre langage non décidable, ça va être des codes de machine de Turing et d'entrée qui vérifient une certaine propriété. C'est quoi cette propriété? C'est une propriété abstraite. Qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie que si jamais on lance la machine sur l'entrée, ça s'arrête. Oui, c'est un langage dont les mots ont une structure compliquée. C'est des codes de machine Turing. Et de plus, qui font référence à une propriété qui est compliquée. Il y a deux choses qui sont compliquées. La structure des mots et la propriété. Donc, avant d'entrer plus en détail dans le problème de l'arrêt, on va expliciter comment coder ça. On a besoin d'expliciter un peu, un minimum, pour que vous soyez d'accord que c'est possible. On a fait quelques exercices en TD. Vous êtes d'accord que c'est possible, par exemple, d'additionner 1 à un nombre entier? Ben, on peut aussi additionner deux nombres entiers, multiplier les nombres entiers, faire plein de trucs. Donc, la première chose, on a besoin de ce qui s'appelle une machine universelle. C'est une notion qu'on retrouve souvent quand on fait de la simulation. Une machine universelle. Une machine de Turing. Hein. Une machine de Turing universelle. C'est une machine qui est un peu plus compliquée que les autres. D'accord? D'accord. MT universelle. C'est quoi la définition? Définition 5. Oui, je vous ai mis sur le corpus le rajout du dernier cours avec la ETP. Donc, c'est une machine de Turing qui peut simuler toutes les autres. Toutes les autres. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est universelle. D'accord. Une sorte d'interpréteur. Oui. Donc, c'est une machine de Turing. Hein. C'est un truc avec
des états. Il y en a combien d'états? Ben, je ne sais pas, il y en a peut-être 10 000. C'est une grosse machine. On a un ordre d'idée. Hein. C'est pas une petite machine. À partir d'un codage. Donc, il faut coder, il faut coder, il faut coder à partir d'un codage. Un codage. Alors, le codage, hyper important. Alors, c'est quoi le codage? Bah, il faut coder déjà la machine qu'on simule. Imagine que je simule cette machine avec 3 états. D'accord? Alors, je commence par numéroter mes états. Les états, a priori, comme je simule n'importe quelle machine, il peut y en avoir des millions. D'accord? Donc, ce qu'il faut que je code, c'est le nombre d'états. Donc, je vais mettre par exemple dièse 1 pour dire j'ai 3 états. D'accord? 3 états. Après, pour chaque état, alors, je commence par mettre le numéro de l'état, pas dollar, l'état 0. D'accord? C'est l'état 0. Et après, je vais mettre les transitions qu'il a. Donc, je vais mettre une transition par état 1. 0, 1. Après, une marque, je sais pas moi. Point. Et puis ADB, fait qu'on lit A et qu'on lit, donc il faut lire A. Mais il faut coder A aussi parce que c'est un alphabet. Il faut dire combien il y a de lettres dans l'alphabet, d'accord? Donc j'ai 2 lettres. D'accord, ça c'est la taille de l'alphabet. D'accord. Et A, ça va être l'élément 0. Donc ici, je vais mettre 0. Comme j'ai 2 lettres, un bit, ça suffit. Après, j'ai gauche-droite. Ben, droite, c'est 0, gauche, c'est 1. Donc, il faut que je mette 0 pour dire droite. D'accord, etc. Puis après, B, je vais mettre 1. D'accord, j'ai fini la transition vers l'état 1. Ouais, je vais peut-être l'autre, la transition d'après. D'accord. Je remets un dollar. Hop, je fais cette transition-là. Et après, j'ai une autre marque pour finir mon état 1. Après, je tac état 0. Après, je tac état 1. Je tac état 2, etc. J'aurais codé mon graphe en binaire presque. Etc. Et ça, ce sera un mot qui va voir sur une machine de Turing. Et donc, pour simuler cette machine de Turing, j'aurai ce sera le code. D'accord. Sur l'état initial de la machine, j'aurai le code de la machine, code de la MT à simuler. D'accord. Et après, j'aurai le code de l'entrée. Parce que j'ai 2 trucs pour simuler la machine. J'ai la machine que je dois simuler, sur quelle entrée. Et la machine universelle, qu'est-ce qu'elle va faire, grosso modo? Elle va d'abord aller voir la première lettre de l'entrée. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a aussi, quelque part, état courant. Pardon. Le code de l'entrée, ça va être la config. En gros, c'est la config du ruban. Donc, elle consulte la première lettre, l'état courant, le grave de transition. Donc, elle va consulter à l'état correspondant à l'état courant. D'accord. À partir de là, elle va savoir dans quel état elle va. Donc, on va modifier l'état courant. On va venir là pour modifier le courant. Après, là pour modifier l'état du ruban. Etc. Donc, comme ça. J'espère que vous avez à peu près vu comment ça fonctionne. Donc, pour récapituler un peu, avant d'enchaîner sur le problème de l'arrêt, les problèmes indécidables portent sur des langages dont les mots représentent des objets
compliquer, plus précisément, en général, des trucs qui sont comme des programmes. Parce que le code d'une machine Turing, c'est comme un programme. Il y a le même saut, le même écart en fait sémantique, même saut sémantique, je peux dire, entre vouloir simuler une machine par une autre machine et puis stocker un programme sous forme d'instruction, d'une liste d'instructions. Vous avez l'habitude, vous savez qu'un programme en Java avancé, ça se lance comme une instruction machine. Non, mais à l'époque, on n'avait pas trop l'habitude de ça. Ça s'appelle le stored programme. Parce que les premiers programmes qu'on faisait, on les faisait en branchant des fils. D'accord, il y avait une différence entre les données et le programme. Puis d'un seul coup, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait également le programme lui-même, le coder comme séquence de bits. Comme une machine Turing, on code. C'est la même démarche. D'accord. Ce qui avant, pour nous, était toujours un truc avec des ronds et des flèches, ça devient des bits. Ben, voilà. Donc les objets qu'on manipule, là, on se rend compte que eux-mêmes, c'est aussi des mots. D'accord. Là. Eh bien, puisque ces mots représentent des choses compliquées, les programmes, ben, il existe relativement facilement un tas de propriétés sur ces objets, bien qu'ils ne sont pas calculables par ces mêmes objets, quelque part. C'est pas calculable par machine Turing. Notamment le problème de l'arrêt. Le problème de l'arrêt, donc, qui est la star des problèmes indécidables. Donc, on ne peut pas, ce terme 1, on ne peut pas calculer, prévoir, décider si une MT donnée s'arrêtera sur une entrée donnée. Ça peut boucler, mais on ne sait pas si ça boucle. C'est un truc. Alors, j'ai regardé par curiosité cette année-là spécialement. En fait, Automatapile aussi peut boucler et on peut décider, on peut s'en rendre compte. Quand il va boucler, au bout d'un moment, on peut le savoir. Une Automatapile, mais pas une machine. Parce que l'automatapile consomme des lettres au fur et à mesure. Donc, quand il boucle, d'abord, c'est parce qu'il fait que des epsilon de transition. Et ensuite, il va passer par des configurations similaires qu'on pourra détecter. Même symbole de pile sur le haut de la pile et même état. Donc, s'il repasse par la même situation identique, ça veut dire qu'il va boucler. Alors, preuve par l'option. Donc, ce théorème qui dit que le problème de l'arrêt est un système. Donc, supposons que c'est décidable. Donc, supposons que c'est décidable.
Donc, ça veut dire qu'il existe une MT surnommée alt. C'est un programme, c'est une MT, là, parce que on va démontrer dans pas longtemps. On peut tout faire avec l'EM. On ne va pas le démontrer, on va donner une idée. Alors, qui décide de faire l'arrêt. Qui décide de l'arrêt. Donc, Alt débute avec, sur son ruban, une certaine machine M. Et ensuite, une entrée E. D'accord. Donc, si M s'arrête sur E. Oui, alors, non. Alt s'arrête tout le temps. Alt démarre donc sur ME. Donc, une entrée en deux parties. Première partie, c'est pendant une machine Turing. Deuxième partie, une entrée. Alors, on fait démarrer cette machine, cette entrée en deux parties. Alt va s'arrêter tout le temps. Si M s'arrête sur E, elle s'arrête toujours sur Q. Alors, Q est final, parce que le mot est reconnu. Si M ne s'arrête pas sur E, Q n'est pas final. Enfin, M s'arrête sur Q. Sur Q dépend de ME, d'accord. Soit Q l'état obtenu. M, elle s'arrête toujours. D'accord. Soit Q, l'état où ça s'arrête, l'état où ça bloque, l'état où ça bloque. Si M s'arrête sur Q. Donc, ALT, il faut bien remarquer que c'est une machine universelle. Parce qu'elle doit simuler la machine M sur E. Donc, dans sa structure, elle doit être capable d'aller d'un état à un autre état, etc., de faire évoluer le ruban, etc. D'accord, elle simule des machines. Des machines qui simulent des machines. Alors, à partir de Alt, on construit une autre machine qu'on appelle diag, comme diagonale.
tel que donc il prend l'entrée un code de MD x entrée égale x, un code de machine. Et je vais définir comme ça. Si alt accepte XX, diag boucle, sinon diag accepte X. Donc, si notre machine alt, d'accord, elle va fonctionner sur. Donc, diag, elle va prendre X, elle va commencer par dupliquer sur le ruban pour faire tourner X sur X. Après ça, si alt arrive dans un état final où avant ça bloqué, eh ben, je vais rajouter ici une boucle infinie dans diag, d'accord. Ça, c'est diag. Et pour les états avant ou auparavant, ce n'était pas accepté, donc ce n'était pas les états finaux, ben, pour diag, je vais les transformer en états finaux. D'accord. Je rajoute une case pour dire, ah ben non, pour moi, tu es final. Alors, c'est un peu surprenant quand on dit on fait tourner une machine sur elle-même. Oui, mais une machine de Turing universelle, ces entrées sont des machines de Turing. Donc, c'est pas si surprenant. Ça. On l'a fait se simuler elle-même, si vous voulez. Bon, bah, cette machine-là, en fait, on arrive à une absurdité. Donc, on obtient une contradiction pour x, si on prend x égale diagonale. Égale diag elle-même. D'accord. La machine qu'on vient de construire, ça c'est diag en fait, on va la faire tourner sur elle-même. D'accord, ça c'est la machine diag. On va faire tourner diag en la démarrant sur diag. Le code de diag. Et là, il suffit de dérouler ce qu'on obtient en fait. Donc, diag sur diag. Boucle. Si et seulement si. Alt.
accepte. Moi, je vais mettre aussi seulement sur la ligne. Si et seulement si diag accepte. Non, alt, excusez-moi. Alt. Accepte. Diag, diag. Diag sur entre diag. Mais ça veut dire que diag termine sur diag. Diag sur diag termine. D'accord. Donc, quand on fait tourner diag sur diag, on obtient une absoluté. Ça boucle si seulement si c'est termine. Donc, ça prouve par l'absurde que diag, que alt n'existe pas. Précisément là où ça va s'arrêter, on a mis une boucle qui provoque une contradiction interne. Alors, cette démonstration a quelque chose de fascinant parce que je peux vous la faire. Je vous l'ai faite là. Hein, grosso modo, je ne prétends pas. Je prétends pas que ce soit comment dire, clair. Ça n'est pas clair. Mais c'est pas clair, c'est-à-dire on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On a l'impression d'être en bas lificoté. Je ne sais pas comment dire. On ne comprend pas profondément ce qui se passe. Mais si on regarde chaque truc, d'accord, chaque pas a l'air correct. D'accord, donc bon, on n'a qu'à s'incliner. Et c'est surprenant parce que c'est une des démonstrations les plus célèbres de toute l'informatique. Et on n'arrive pas bien à comprendre ce qui se passe, mais ça démontre ce que ça veut démontrer. Okay. Je pense que c'est bien de l'avoir vu une fois dans sa vie. C'est vraiment sensuel. Une fois, j'ai participé à une conférence sur le centenaire de Turing. Et il y avait un gars qui avait fait un exposé, il avait mis ça en poème. Cette démonstration, il avait, enfin, pas peut-être un poème, il avait de la littérature là-dessus. C'était drôle. Parce que nous, c'est une chose de l'avoir, la démonstration, mais c'en est une autre de la produire. C'est sûr que Turing, quand il a produit, lui avait une compréhension en fine de ce qui se passait. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas calculer. Donc, on va avoir un TD qu'on ne peut pas calculer. L'ambiguïté est indécidable. J'ai déjà dit qu'on l'ambiguïté est indécidable. On va démontrer ça en TD. Voilà, démontrer. Alors, il y a un autre problème qui est indécidable. C'est le 10e problème de Hilbert, qui était un mathématicien célèbre, qui vivait en 1900. C'est donné une équation diophantine. Ça veut dire un coefficient entier. Alors, par exemple, je ne sais pas moi, 3xy plus 20x puissance 4 plus 4y x puissance 3 égale 0.
D'accord. Donc, les coefficients sont tous entiers. Est-ce qu'il existe x est 0, y 0 appartient à z qui vérifie qui vérifie l'équation. Est-ce qu'il existe des solutions entières? Bah, c'est indécidable. Et ça a été démontré en 1974. 1971. C'est une preuve informatique, en fait. À l'époque de Hilbert, ça n'existait pas, l'informatique. Donc, comment est-ce qu'on démontre l'indécidabilité? Comment est-ce qu'on fait? Vous vous souvenez, pour démontrer qu'un langage est algébrique ou pas, pour démontrer que ce n'est pas algébrique, on faisait clôture, absurde pompe. Enfin, contraposé d'abord. Pour démontrer que c'est algébrique, on exhibait un automate à pile ou une grammaire. Ben, avec l'AMT, on fait comment? Ben, on fait encore l'absurde. Encore l'absurde. On suppose que c'est décidable. On suppose que le problème, la démonstration d'un problème. Alors, il faut comprendre, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'un problème? Ben, ça veut dire que, par exemple, quand on parle de problème de l'ambiguïté, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il y a un ensemble d'objets. D'accord. Ça sous-entend un problème. Propriété d'un ensemble. Par exemple, un ensemble de grammaire. Un ensemble d'objets. Un peu compliqué. Des grammaires, c'est un peu comme des programmes. Exemple, les grammaires. Une grammaire donnée est-elle ambiguë ou pas? Ben, il y a des grammaires, donc. Donc, quand on parle de problème, il faut garder à l'esprit que on considère un ensemble d'objets, une propriété, vraie ou fausse, pour les éléments de cet ensemble. Ben, la mention par l'absurde, en fait, va associer à chaque instance en fait, non, à chaque MT possible, machine de Turing possible, on associe une instance un objet, une instance du problème. D'accord. Une instance du problème. Une instance du problème. On établit une correspondance entre le MT, les machines de Turing et les instances du problème. En fait, décider pour cette instance, exécuter la machine sera équivalent à décider pour cette instance. Décider pour cette instance. D'accord.
Donc, si on peut répondre oui, l'instance vérifie la propriété, alors on pourra répondre oui, la machine s'arrête, en fait. C'est-à-dire que dans cette correspondance entre machine de Turing et instance de problème, le problème aura résolution à la fin, seulement si la machine s'arrête. La MT s'arrête. S'arrêtera. Si et seulement si. La réponse est oui. D'accord. C'est valable pour les équations différentielles, pour l'ambiguïté de la grammaire. C'est tout le temps valable. Ce n'est pas dit forcément aussi explicitement. Alors pourquoi? Parce qu'on n'est pas obligé de prendre les machines. Au début, on est obligé, mais après, on n'est pas obligé. Au début, on est obligé parce qu'on n'a que ça. On peut se raccrocher à du connu. Donc, au début, on va explicitement faire une simulation de machine learning. Après, au fur et à mesure, on pourra utiliser d'autres systèmes plus simples, plus faciles d'emploi pour faire des démonstrations de stabilité, de décidabilité, d'indécidabilité. Donc après, on va établir une correspondance entre les machines de Turing et nos instances de problème. On pourra établir une correspondance entre les équations différentielles et nos problèmes. Ou entre les systèmes de poste et nos problèmes. Système de poste, c'est un truc qu'on va en TD. C'est plus simple. Donc les systèmes de poste sont des systèmes. Et ça, on va le voir en TD. Il est indécidable de savoir s'il y a une solution. Donc c'est par là qu'on va passer. C'est un système de poste pour montrer que pas décider si une grammaire est ambiguë. Parce que la mise en correspondance est plus simple. Alors pourquoi c'est une démonstration par l'absurde? Parce que pour n'importe quelle machine de Turing, on peut associer une instance d'un problème ou répondre oui, le problème la propriété est vraie, est équivalent à répondre oui, la machine s'arrête. Ça veut dire que si on sait répondre oui, on pourra aussi répondre, on pourra aussi savoir si la machine s'arrête ou pas. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il suffira de la représenter par l'instance de problème, résultat de problème. Alors, je suis bien conscient que je viens de vous dire que c'est un peu abstrait. J'espère que ça va s'éclaircir en TD. Quand on va faire le TD. Monsieur, vous n'avez pas un mini-exemple parce que je vous avoue que là, j'ai quasiment rien compris. Ouais. Bah, je vais commencer le TD en cours. Je vais faire un exemple. Ouais, mais c'est de la pédagogie, ou le contraire. Mais là j'excite votre curiosité. Hein. Je vous mets un appétit. Hein. Tout à l'heure, quand quand on va rentrer dans les systèmes de poste, tout ça, vous allez être comment dire, réceptif. On peut
Bon, je peux faire une démonstration. Une démonstration. Je cherche un truc. Ouais. Je vais essayer de vous expliquer ça. Vous vous souvenez de M. Hamza, vous vous souvenez, l'an dernier, vous avez fait PoEGL. Oui, Vous vous souvenez de Conway, le jeu de la ville? C'est plus trop. Enfin, ça me dit quelque chose de non, mais plus trop. Oui, c'est les grilles comme ça. Et puis, vous comptez le nombre de voisins. S'il y a plus de 3 voisins, s'il y a 3 voisins, ça continue à exister. S'il y a 2 voisins, s'il y a 2 voisins, ça continue. S'il y a 3 voisins, ça naît. Puis s'il y a moins de 2 voisins, plus que 3, ça meurt. C'est une configuration qui évolue. D'accord? Comme ça, le gris. D'accord. C'est un Ah Thomas oui, c'est bon, je cellulaire. m'en souviens, c'est bon. Ouais. Bon, j'ai envie de. Pour illustrer mon propos, j'ai envie d'utiliser ça pour. C'est un grand classique. C'est indécidable de savoir si ça va s'arrêter de bouger ou pas. Si ça va devenir tout quiescent, si plus rien à bouger au lendemain ou pas. Ce truc-là, c'est indécidable, d'accord? Et comment on fait pour faire ça? Pour démontrer ça? Ben, une fois de plus, on va simuler de la machine Turing. Quelque part, on est toujours obligé de passer par là. On va montrer que ce machin permet de calculer. Grosso modo, c'est ça, en fait. Montrer l'indécidabilité, c'est montrer que le truc qui a l'air de rien, en fait, permet de calculer, dans un sens général. Permet de calculer dans un sens général, ça veut dire quoi? Ça veut dire permet de simuler des machines de Turing. Puisque les machines de Turing sont aussi puissantes que les ordi. D'accord? Bon, ben, le jeu de la vie, ça permet de calculer. En fait, c'est pas très, très compliqué à montrer. On passe par les circuits avec des portes logiques, en fait. Il y a des schémas de trucs, de points qui évoluent dans le temps puis qui se déplacent, d'accord? À la configuration. À t égale 0, vous avez le truc ici, d'accord? Un machin assez compliqué. À t égale 0. Puis à t égale 10, le même machin, il va se retrouver plus loin, d'accord? Une configuration de points, d'accord? Ça va bouger, blop, 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 blop. Puis là, ça fait des signaux qui se déplacent. Puis après, on fait des portes logiques. Il y a 2 signaux qui vont se rencontrer, d'accord? Et puis on peut faire un ou un et. D'accord. C'est-à-dire qu'après, il y a un troisième signal qui ressort. Après, il faut qu'il aille dans le bon sens. Et ce qui va à droite, ce qui va à gauche, ça, faut manipuler sérieusement. Enfin, à la fin, on peut aussi carrément tenter un ruban de Turing. Il y a des démos qui existent sur Internet. Hein. Regardez sur YouTube. Je vais faire ça avant de faire le cours. Je vous enverrai une référence. Je trouve qu'il y a des vidéos qui existent. On voit des énormes constellations de petits points qui représentent un ruban de Turing, d'accord, avec, avec des signaux qui transitent, tout ça, qui simulent une machine de Turing quelconque, pas quelconque, une machine plutôt simple, parce que sinon ça devient vraiment monstrueux. Et vous avez tout ça qui s'active, ça fait un truc assez joli à voir. Et, avec cette règle du jeu de la vie toute simple, ben, on arrive à faire du vrai calcul. D'accord. Et, et c'est comme ça qu'on démontre qu'en fait, c'est pas possible, à partir d'une configuration de données, de prédire si ça va s'arrêter. Parce que si c'était possible, ben on pourrait aussi prédire la machine Turing. C'est toujours une démonstration par l'absurde. En gros, pour résumer, pour démontrer l'insécurité, il faut démontrer que derrière ce problème se cache un calcul générique. Bon, ça va mieux, monsieur Hamza, ou pas? Un tout petit peu, mais pas trop Ah trop, ouais, quoi. c'est gentil.
Bon, j'ai fait un test de Church-Turing, il faut que je le fasse. Bon, il ne faut pas non plus penser que c'est si compliqué que ça. Si compliqué que ça. Bon, 7. Sur le folklore de l'informatique. Donc, Church, c'était un mec qui vivait au même époque que Turing. Donc, vous avez fait quelques trucs en Turing. Donc, la thèse sur Turing, c'est quoi? C'est quoi? C'est de dire tous les modèles de calcul. Sont équivalents aux machines de Turing. Du point de vue de la décidabilité. Mais également du point de vue de la complexité. Mais ça, c'est. On n'aura pas le temps de le faire. Du point de vue de la décidabilité. D'accord. Alors, modèle de calcul, ça veut dire quoi? Ben, Church, il a proposé, je crois, une autre façon de calculer qui s'appelait le lambda calcul. Donc, il a montré que c'était équivalent à machine Turing, son lambda calcul. Donc, on va considérer 3 modèles de calcul. Donc, enfin, 2 modèles de calcul. Le modèle 1, c'est des machines RAM. Random Access Memory. Quand je vous dis modèle de calcul, ça serait de pas vous faire peur. Vous avez vu les automates affiliés, les automates à pile, machine Turing. Ben, on peut en voir d'autres un peu plus compliqués, un peu plus puissants. D'accord? L'idée, c'est de dire, on va considérer des trucs qui ressemblent plus à un ordi. On va voir si on arrive à calculer d'autres trucs. Eh ben non, c'est les mêmes trucs qu'on calcule. D'accord? Donc, ces machines, elles ont un nombre fixe de n cases. Donc, qu'est-ce qu'elles ont dans leur arsenal de. N cases contenant des instructions. Des instructions assez simples. Un nombre infini de cases noires. Donc, il s'appelle R. Avec une spéciale. Un peu comme. Qui s'appelle R. Donc, ces cases contiennent des entiers arbitrairement grands. Des entiers arbitraires. Donc, qu'est-ce qu'on a comme instruction? Bah, par exemple,
store X, store 100, range R. Bon, les cases, on va l'appeler C21, C22. Donc, ça fait C200 reçoit R. Bon, on aurait load 100, load 1000, qui est C2000, R reçoit C2000. D'accord. R, c'est une sorte d'accumulateur. Donc, après, on peut faire des additions là-dessus. D'accord. Donc, c'est des cases qui sont adressables. Donc, on n'a pas le temps, on n'a plus besoin de se promener sur le ruban, de balader la tête de lecture sur le ruban pour aller chercher les cases. On peut directement la choper à partir de la règle. D'accord. C'est la différence entre Turing et le langage machine. Donc, ça sert à démontrer. Donc, c'est un langage exemplaire simplifié. Ce modèle, machine RAM, c'est une sorte de langage assembleur théorique. D'accord, pour étudier, voir si la possibilité d'adresser change la capacité, la calculabilité, le fait de pouvoir calculer est-ce qu'on peut le paysage qu'on peut calculer ou pas. Le modèle 2 qu'on va considérer, c'est les programmes écrits dans un langage évolué écrit Java, C++, etc. Qui tourne sur un ordi avec une mémoire infinie. Pourquoi est-ce qu'on prend une mémoire infinie sur l'ordi? On va participer un peu, je passe mon temps à dire un truc que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui se passe si on a une mémoire finie? Un programme, c'est une question d'exemple. Un ordinateur qui a une mémoire finie, c'est quoi le modèle? Ça correspond à quel modèle de calcul? C'est une mémoire infinie. Voilà, automate est fini. Merci, M. Miranda. Donc, il faut toujours imaginer qu'on a un heure infini.
Donc, le théorème 2. Les machines de Turing, les machines RAM, les programmes évolués, les programmes C++ sont équivalents. Pour la disabilité. Si votre objectif, c'est de savoir si une propriété est ou non vérifiée, d'accord, si un mot est dans un langage ou pas, dans un langage, bah, que vous le faites avec une machine Turing, une machine RAM, ou que vous programmez ça directement en C++, ça ne va rien changer dans l'absolu. Soit vous y arriverez, soit vous pouvez y arriver, soit vous ne pouvez pas y arriver. Simplement, si vous passez des MT, ça va être plus laborieux à programmer. Enfin, dans le cas où c'est possible. Donc, comme ces machines sont un peu représentatives de tout ce qu'on sait faire pour ce qui est des calculs, eh bien, il s'ensuit la thèse de Church-Turing que tous les modes de calcul sont équivalents aux machines de Turing. Mais c'est une thèse. On ne peut pas le démontrer parce que on ne sait pas quels sont tous les modèles de calcul qui existent dans la nature. Tout ce qu'on a exploré jusqu'à maintenant, on a montré qu'ils sont équivalents aux machines de Turing, mais il y en a d'autres qu'on n'a pas exploré. Donc c'est une thèse, ce n'est pas un théorème. C'est une croyance, une conviction intime que le Turing modélise le calcul. Alors, il y a des modèles absolument abracadabra. Par exemple, au voisinage d'un trou noir, le temps s'étire indéfiniment. Du coup, on peut calculer des trucs plus compliqués que ce qu'on fait avec les machines de Turing. Ça s'appelle le calcul non conventionnel, mais c'est assez ésotérique. Alors, une preuve de ce théorème 2. Alors, C++, pour montrer que... On va faire une preuve circulaire pour montrer que c'est équivalent. On va montrer que C++ simule Turing. Qui simule les RAM, le RAM qui simule C++. Ça fait une boucle, d'accord? C'est comme si on veut montrer A égale B égale C. On montre A inclus dans B, inclus dans C, inclus dans A. Ça montre que A égale B égale C. Alors, C++ qui simule Turing, qu'est-ce qu'on fait? On programme une machine de Turing en C++.
que les machines de Turing simulent RAM. Ben, on se fait chier. C'est-à-dire, il va falloir rentrer dans le vif du problème. Il va falloir regarder de plus près c'est quoi la RAM et puis produire des quantités d'état invraisemblables pour Turingiser le truc. D'accord. Tout à plus, il va falloir faire un codage. Donc les cellules de mort, il va falloir les rentrer sur le ruban. Il y a la zone d'instruction, puis des données. Dans les cases mémoire. Alors, les données, c'est infini. Donc, il va falloir les communiser au fur et à mesure. Et en plus, chaque case reprend un nombre entier arbitrairement grand. Donc, il va falloir une marque pour les séparer, d'accord? Elles ne sont pas toutes à la même taille, parce que si par exemple, je veux stocker juste le nombre 0, bah, c'est un bit. Si je veux stocker le nombre 3, il faut 2 bits, etc. Donc, je vais par exemple ranger, faire par exemple C200 reçoit R, hein, ce qui est store de R de 100. D'accord. Ben, il faudra d'abord que j'ai un compteur de 100 que à chaque fois, donc mon compteur, à chaque fois, je passe une marque péniblement, d'accord, de truc en truc, d'accord. À chaque fois que je bouge la marque, on va dire que je transforme le dièse en dollar, par exemple, d'accord. Au début, j'ai un dollar là, après mon dollar, il arrive ici, etc. D'accord. Je fais avancer le dollar truc par truc, et à chaque fois, décrémente le compteur. Au début, qui est à 100, d'accord. Au début, mon compteur vaut 100. Je vais là, je bouge la marque, je reviens au compteur, je diminue le compteur, je reviens là, après, je bouge la marque, je reviens là, je diminue le compteur. Je passe mon temps à faire des retours. Hein. Avec le Turing, on fait ça. Un beau jour, je vais arriver à marquer la case 100. Mais c'est pas fini, je ne suis pas au bout de mes peines. Parce qu'après, il faut que je prenne le registre R, qui est un registre spécial, d'accord. Et R, c'est pareil, il peut y avoir 1 million de bits dans R. C'est un entier qui est vraiment grand. Je transporte bit à bit, chaque bit de R, que je vais le transporter dans la case 100, qui est marquée. Donc, comme on est marqué, je la repère. Après, je reviens, le deuxième bit, hop, je reviens, hop, hop, bit, 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 bit. Je transporte bit à bit. Tous les bits de registre R dans la case 100. Vous voyez, il faut se faire chier. Quand je dis qu'il faut se faire chier, je ne rigole pas, c'est pédagogique. On se fait chier. Mais on y arrive. On y arrive. On va simuler machine RAM avec machine Turing. Ben oui, ben il faut décrire un peu ce qu'on fait. C'est toujours délicat. Quel niveau de finesse on utilise. Et là, après, pour simuler un programme C++ avec une machine RAM, comment est-ce qu'on fait? Il y a une réponse qui tue, là. Une machine RAM, finalement, j'ai dit que ça ressemblait à une sorte d'assembleur. Qu'est-ce qui transforme un programme C++ en des instructions assembleur? Ce qui s'exécute sur votre ordi, finalement, c'est que ça ressemble pas mal à une machine RAM. Votre ordi lui-même, c'est quand même pas mal une machine RAM. D'accord. Dans une large mesure, c'est ça. En même temps, ça a oublié ça. Hein. Que vous êtes en salle TP pour avancer plus, tout ça. Vous oubliez que c'est de l'assembleur qui est exécuté. Vous devez étudier l'assembleur quand même. Hein. On enregistre tout ça en deuxième année. C'est de l'archi. Alors, vous savez que n'importe quoi qui s'exécute, c'est des instructions comme ça, avec des registres machines.
s'additionnent les uns aux autres, une branchement conditionnel. Comment est-ce qu'on transforme un C++ en une suite d'instructions RAM, Random Access Memory, avec un quoi? Si vous avez un C++, passez par quoi pour l'exécuter? Pour l'exécuter sur votre... un compilateur. D'accord. On utilise un compilateur pour démontrer ça. Le compilateur prend du C++ et produit. Donc en combinant le compilateur avec ce truc-là, on va pouvoir n'importe quel programme C++ l'exécuter sur une machine de Turing. Bon, donc je vais terminer là le cours. Je n'ai pas parlé de complexité d'un CNP. D'accord. Trop compliqué. Vous avez des questions sur ce que j'ai vu? Je vais terminer le cours un peu plus tôt, puis je vais commencer le TD un peu plus tôt pour changer. Puis je vais essayer, en TD, on va essayer de digérer les choses tranquillement. On a le temps, je pense. Tranquille. Notamment, hein, quand j'ai expliqué comment est-ce qu'on démontre l'indéstabilité. On va considérer les systèmes de poste. Ils sont tout mignons, tout beaux, tout gentils. Et on va démontrer qu'ils sont indécidables en simulant une machine de Turing. Et on va le faire pas à pas. Comme ça, vous aurez le feeling de ce que c'est de simuler une machine de Turing. C'est une question de feeling, en fait. Voilà. Bon, voilà, j'espère que vous avez apprécié le cours de langage formel. Je vous vois en soutien vendredi 14h. Je vous vois en TD maintenant et demain au point 3. Mon collègue, pour ce qui est des copies... Attends, j'arrête. Pour ce qui est des...